Donc sur la cartographie, ce sera relativement rapide, et le reste aussi d'ailleurs, parce que je crois qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Pour commencer, juste un petit rappel, le catalogue collectif de France est un vieux projet des années 90, donc de temps en temps vous allez retrouver un petit peu de la technologie des années 90 et un peu des ambitions des années 90, tout en essayant d'évoluer au fur et à mesure et en essayant surtout de suivre le rythme de nos partenaires. On ne peut pas dire qu'on est vraiment un réseau, puisque on est un peu le réseau de tous les réseaux et on collabore avec tous les réseaux possibles. En fait, on est au sein du département de la coopération, la BNF, qui met en place une politique d'abord de signalement, parce qu'il d'abord il faut signaler avant de numériser, et qui gère aussi un autre outil de collaboration très intéressant, qui est Gallica, qui est la bibliothèque numérique de la BNF et de ses partenaires. Donc nous, on travaille sur le signalement, et Gallica travaille sur la numérisation, et comme ça, on collabore un petit peu avec tout le monde. Nous, on collabore moins avec l'enseignement supérieur, puisqu'il y a la BES. On va plus travailler forcément avec les bibliothèques territoriales, qui, elles, n'ont pas vraiment de réseau, n'ont pas vraiment d'instruments pour travailler ensemble, et on sert un petit peu d'instruments. J'ai un peu axé ma présentation sur des choses que peut-être vous connaissez moins, mais qui sont les bases que nous gérons nous-mêmes, puisque nous sommes un portail, mais nous gérons aussi un certain nombre de bases dont vous avez vaguement entendu parler jusque-là. Le CCFR, c'est un outil multiple, donc avec un certain nombre de catalogues que nous gérons, que nous alimentons et que nous mettons à disposition. Un portail d'interrogation multisource, qui est peut-être la chose que vous connaissez le mieux et qui n'est pas négligeable, et aussi le répertoire du CCFR, dont on va parler entre autres à cause de la cartographie. Les catalogues. Alors, la base patrimoine, c'est ce qui va permettre à beaucoup de bibliothèques séparées et dispersées dans toute la France et qui ont un patrimoine exceptionnel, de valoriser leurs collections en signalant donc dans la base patrimoine leurs fonds anciens, leurs fonds locaux, leurs fonds spécialisés. Je vous ai mis des petits exemples de collections qui ont intégré récemment la base patrimoine, Saint-Omer, Fréjus, voilà, l'écomusée du Creusot, des choses un petit peu inattendues, de tutelles différentes qui vont se retrouver sur des thèmes complètement différents, mais tous dans la base patrimoine. La base patrimoine, à l'heure actuelle, c'est 6,8 millions de notices venant de 211 bibliothèques. Alors, vous avez la carte de toute la France, et puis vous avez aussi Paris, avec un certain nombre de bibliothèques spécialisées. Comme vous le voyez, ça n'est pas égal. Vous avez bien remarqué qu'il y a des trous. Il y a des trous, pourquoi? Parce que personne n'est obligé de travailler avec nous. C'est-à-dire que nous travaillons avec les gens qui sont volontaires, qui ont un projet, qui ont des moyens derrière. Donc c'est une mission que nous confie entre autres au ministère de la Culture, c'est-à-dire de travailler sur ce signalement du patrimoine des bibliothèques. Encore faut-il que sur place, il y ait des moyens et une volonté. On s'est beaucoup appuyé en fait sur ce qu'on appelle des pôles régionaux, donc des régions dans lesquelles des associations ont travaillé avec nous pour nous aider à détecter les endroits où il fallait agir, les endroits où il y avait des moyens, où il y avait du personnel pour faire des choses intéressantes. Donc vous voyez qu'en Normandie, en Picardie, par exemple, on va trouver des toutes petites bibliothèques, je cite toujours Conchamnouche, qui est une de mes préférées, où là, on n'a pas les moyens, parce que nous, je ne vous l'ai pas dit, on est 6, donc on ne va pas pouvoir faire tout et partout. Nous avons donc des interlocuteurs qui vont nous signaler des opérations qu'il est intéressant de mener, et ça, on essaye de le mener dans toutes les régions, mais pour certaines régions, il n'y a pas de pôles associés régionaux, et en plus, manque de chance, tous les pôles associés régionaux se trouvaient dans des régions qui ont fusionné, d'où un certain trou dans nos actions qui dure depuis maintenant un peu 2 ans. La base patrimoine, on dit toujours voilà, c'est patrimonial, mais qu'est-ce que ça recouvre? Ça recouvre en grande partie des livres, mais nous avons pas mal de partitions, puisqu'il y a eu aussi des opérations au ministère de la Culture sur ce sujet, mais aussi quelques périodiques qui traînent, des manuscrits qui ne devraient pas être là, des images fixes, des articles de plus en plus. Au départ, la base patrimoine, c'était surtout des ouvrages avant 1810, et puis le patrimoine, c'est pas que avant 1810. Donc petit à petit, nous intégrons pas mal d'ouvrages du 19e siècle, mais aussi d'au-delà du 19e siècle, puisque nous intégrons des collections spécialisées. Collections spécialisées et fonds locaux, c'est sans limite de date, puisque c'est des choses qui vont intéresser. Le point commun, c'est que c'est des choses qui ne vont pas être désherbées, mais qui vont rester dans les collections. Comment est-ce que ces notices arrivent dans la base patrimoine? On l'a vu ce matin, c'est pas facile d'intégrer des notices. Eh bien nous, c'est pas facile du tout. En fait, on intègre des choses qui sont faites dans les catalogues locaux.
donc des opérations de rétroconversion ou de catalogage que nous accompagnons, le plus souvent que nous finançons aussi. Et puis à l'issue de ces opérations, on récupère des notices en Unimark qu'on met dans une base en Unimark. Vous allez me dire, il n'y a rien de plus facile. Eh bien non, détrompez-vous, ça n'est pas si simple, puisque au fur et à mesure des rétroconversions, chaque bibliothèque, chaque SIGB rajoute des zones un peu exotiques, fait des rétroconversions qui ne sont pas toujours extrêmement rigoureuses. Donc voilà, nous on intègre ça, on ne le fait pas tous les jours, on ne le fait même pas toutes les semaines. C'est ce qu'on a dit à propos de Forney, on a à peu près 4 gros chargements par an, mais pour vous donner une idée, en 2018, on a traité plus d'1,2 million de notices. Donc c'est quand même des opérations et ce n'est pas du presse-bouton. J'ai un collègue qui identifie s'il y a des choses qui sont fausses, s'il y a des choses qui sont à regrouper dans un fonds, qui travaille beaucoup avec nos collègues. Ça peut venir, comme vous le voyez sur l'écran, de tableaux Excel, parce qu'on fournit aussi des tableaux Excel, de fiches de bibliothèque ou de catalogues papier. Donc voilà, c'est des opérations qu'on aide, qu'on finance, qu'on suit. La base patrimoine, ce n'est pas seulement le résultat que vous allez trouver dans la base, c'est toutes les opérations qu'il y a en amont et parfois qu'il y a en aval, puisqu'on arrive à refournir des choses qui étaient dans la base patrimoine et que les bibliothèques perdent. La base patrimoine, c'est aussi un formulaire de recherche qui va permettre de faire des recherches bibliographiques, mais aussi de faire des recherches un petit peu spécifiques, qui va par exemple permettre de savoir combien on a de livres en basque qui ont été publiés au XIXe siècle et qui vont se trouver dans une région hors de la Nouvelle-Aquitaine, par exemple. Donc, vous avez toute une partie qui est purement bibliographique, avec tous les critères possibles, éditeurs, etc., y compris marque de possession, etc. Et puis, vous avez aussi possibilité d'interroger par région, par département, par ville, mais aussi par année ou par langue. Donc, des critères qui sont tous utilisables les uns avec les autres, tout ça étant en Unimark. Et ça, c'est des choses qu'on peut nous tuner comme on veut, on fait ce qu'on veut avec cette base. À la fin, on a donc des résultats. Voilà le résultat d'une interrogation des choses qui sont en basque. On peut aussi montrer des facettes. On peut aussi, du coup, avoir vraiment des choses qui vont se retrouver dispersées dans toute la France et on ne sait pas pourquoi elles sont arrivées là. L'intérêt de cette base, c'est vraiment ça, c'est de regrouper ces 6,8 millions de notices qui sont réparties dans des collections qu'on ne s'attend pas à trouver forcément où elles vont avoir échoué. Autre partie plus récente dans le CCFR, le catalogue général des manuscrits, qui vient donc d'une rétroconversion d'un grand catalogue publié de 1849 à 1993. Tout a été rétroconverti en EAD, un format plus adapté à la description des archives et des manuscrits. Ensuite, la rétroconversion a servi à alimenter donc, ce que nous appelons maintenant le CGM et CALAM pour l'enseignement supérieur. Jusque-là, chez nous, il n'y avait pas de possibilité de mise à jour, sauf vraiment à la marge, parce qu'on travaillait, on réintégrait des choses encore en Excel ou autre, enfin, c'était assez horrible. On se contentait, mais c'est déjà pas si mal, d'ajouter automatiquement des liens vers la BVMM, donc des liens vers tout ce qui a été numérisé et qui se trouve dans la bibliothèque virtuelle des manuscrits médiévaux. Depuis cette année, donc ça a été dit à Forney, nous mettons à disposition des bibliothèques qui veulent travailler avec nous un outil de catalogage en EAD. Il est mis à disposition gratuitement. C'est un petit outil qui s'appelle Tapir. Donc vous voyez le petit animal sur le côté. Il est accessible en ligne et il permet aux établissements de traiter donc leur collection grâce à des formulaires plus ou moins simplifiés ou plus ou moins étendus, d'avoir accès à un éditeur en XML que nous mettons à disposition et ensuite d'appuyer, et ça c'est vraiment important, d'appuyer sur le petit bouton qui permet de publier directement dans le CCFR. Donc par exemple, à l'heure actuelle, je ne peux pas vous dire quels sont les derniers qui sont arrivés, puisque tous les jours ou presque, il y a des inventaires nouveaux qui sont publiés dans le CCFR. Même chose que tout à l'heure avec les imprimés, on a des opérations régionales, on a fait en Champagne-Ardenne et ça se poursuit en Lorraine, mais il y a aussi d'autres régions qui sont en train de s'y mettre. On fait aussi des opérations individuelles, comme par exemple avec le LAM, qui travaille avec nous et qui publie ses inventaires. On a aussi un gros travail avec les bibliothèques spécialisées de la ville de Paris qui publient vraiment tous les jours aussi. Donc voilà, c'est un outil mis à disposition gratuitement et qui permet de traiter ces inventaires. L'objectif, c'était de permettre d'avoir un outil sans avoir à repayer un nouvel outil que personne n'aurait voulu payer dans les bibliothèques et aussi de mettre à disposition des choses relativement simples pour des gens qui ne sont pas experts en EAD. Quel contenu aujourd'hui? Donc 482 établissements, et alors on ne parle pas de notices mais de composants, 650 000 composants avec des régions qui forcément ont déjà beaucoup plus travaillé que d'autres et toujours les mêmes avec lesquelles on travaille moins.
Il reste aussi un dernier petit élément qui peut vous intéresser aussi, c'est une vieille chose, PALM, le répertoire des manuscrits littéraires français du XXe siècle, qui est un projet des années 90 et qui visait donc à recenser uniquement les manuscrits littéraires français du XXe siècle, c'est-à-dire que si dans une bibliothèque vous aviez un manuscrit non littéraire ou non français ou non du XXe siècle, il n'était pas recensé. C'était de l'Intermark, pardon, encore pire, et ça a été mis en EAD. L'objectif, c'est petit à petit de retirer tout ce qu'il y a dans le PALM et de le mettre dans le catalogue général des manuscrits pour arrêter de mélanger les gens avec des bases différentes. Les deux sont interrogeables en même temps, ainsi que les autres bases de manuscrits que nous avons. Le portail, c'est peut-être là-dessus que le CCFR est le mieux connu. Donc ça, c'est son look relativement récent et un peu plus peps qu'avant. Une partie catalogue, et donc vous avez ici la base patrimoine qui est toute seule, et le reste, ce sont vraiment des interrogations fédérées. C'était un des objectifs aussi de ce catalogue collectif de France, c'était d'essayer pour les chercheurs et tous ceux qui voulaient travailler sur les fonds des bibliothèques, de ne pas avoir à se demander est-ce que c'est plutôt quelque chose qui va se trouver à la BNF, ou plutôt est-ce que c'est une bibliothèque qui est dans le réseau de l'enseignement supérieur, ou plutôt en dehors du réseau. Qu'on essaie de s'affranchir de toutes ces barrières assez incompréhensibles quand on n'est pas bibliothécaire et même quand on est bibliothécaire. Le portail, il a des avantages et il a aussi des usages. On donne donc accès à nos bases de données que je vous ai décrites et aussi on permet l'interrogation simultanée de grands catalogues, donc celui de la BNF, le SUDOC, les grands catalogues de manuscrits, donc CALAM, les BNF archivés manuscrits, les bibliothèques spécialisées de la ville de Paris et encore d'autres catalogues. Vous avez vu, on interroge des catalogues en Unimark et des catalogues en EAD. Donc ça déjà, on est un peu les seuls à le faire et à le proposer à l'heure actuelle. On utilise aussi du coup plusieurs protocoles parce que tout le monde n'a pas un Z3950 qui permet d'interroger, etc. Vous savez que c'est extrêmement sensible. On nous dit régulièrement, oh là là, non, 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 la municipalité acceptera jamais, c'est trop risqué. Donc personne n'utilise quasiment plus ça. Le moissonnage OAI, on nous a dit ce matin que ça marchait super bien, que c'était toujours bien. Nous, à chaque fois qu'on essaye de moissonner un entrepôt, comme on dit, il est tombé. Donc bon. Et puis on copie aussi des bases parce que voilà, on essaye de mettre en place des choses qui soient efficaces et de s'adapter surtout à ce qu'on peut nous fournir. Du coup, comme on a toutes ces données qui arrivent et que tout est un peu compliqué, on a des critères de recherche plus ou moins riches, un nombre de résultats plus ou moins limité et des données plus ou moins à jour. Évidemment, si c'est en Z3950, c'est à jour. Si c'est un chargement de la base patrimoine qu'on a fait il y a 10 ans, c'est beaucoup moins à jour. Les critères de recherche, ils vont aussi dépendre des catalogues sélectionnés, parce qu'un Z3950, c'est pareil. Si on dit, bah voilà, vous n'aurez pas l'éditeur à interroger, bah, on ne peut pas interroger l'éditeur, et voilà. Donc, tout ça fait que seuls les critères qui sont communs à tous ces catalogues sont proposés, et ça veut dire aussi que plus on sélectionne de catalogues, et moins on a de critères disponibles. C'est un peu les limites de ce portail. Rassurez-vous, j'essaye quand même de vous le vendre. Le nombre de résultats, il est variable. On peut quand même voir pourquoi est-ce qu'on a moins de résultats ou plus de résultats. Donc voilà, c'est des filtres pas toujours efficaces. On n'a pas de facettes parce que le fournisseur du SIGB, il n'y a pas de facettes disponibles. Les tris d'affichage ne sont pas toujours bons parce que ce n'est pas exactement les mêmes formats, parce que ce n'est pas exactement la même chose. Les temps de réponse sont parfois un peu lents parce que aussi, quand on ramène tous les résultats, on essaye aussi de les regrouper de manière à ce qu'il y ait de moins de notices possible. Donc on fait des comparaisons, est-ce qu'il y a un ISBN, est-ce qu'il y a un titre, et on compare auteur-titre, etc. pour faciliter les choses quand même, mais ça peut être long, et il suffit qu'on nous oublie que le Z3950 soit éteint, et là c'est très long. Voilà, il y a quand même des atouts, on a quand même 30 millions, alors on dit 30 millions de notices, mais je pense qu'il y en a beaucoup plus en une seule requête, pas de frontières institutionnelles, le regroupement des notices, et puis aussi on a développé du coup des formulaires spécialisés pour pouvoir faire beaucoup mieux notre travail, c'est-à-dire ouvrir des critères qu'on veut, avoir des choses un petit peu guidées. On essaye toujours aussi de donner un accès direct aux notices dans leur catalogue d'origine. C'est le cas pour le SUDOC, c'est le cas pour les bibliothèques de la ville de Paris, c'est le cas pour la BNF. Enfin, voilà. On essaye toujours de faire ça parce que nous, on ne peut pas tout faire. Voilà, ça c'est pour les recherches fédérées. Je vous invite à essayer, c'est quand même relativement simple. Alors parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, voilà, quand vous faites une recherche extrêmement générale, vous faites Histoire France, et voilà, on est planté. Si vous recherchez un livre extrêmement précis, vous faites des recherches vraiment extrêmement précises, là, vous allez pouvoir avoir des résultats. Le problème, c'est toujours d'essayer d'avoir une balance entre quelque chose de trop précis et quelque chose de trop large. Ce n'est pas toujours évident. Dernière composante, le répertoire.
c'est la base pivot du CCFR en fait. Toutes les bibliothèques qui sont dans le CCFR et qui ont des notices bibliographiques, y sont décrites, mais encore plus. Vous tombez sur une notice qui est dans le catalogue général, le catalogue des manuscrits de la BNF. Vous avez accès à la notice du département des manuscrits. Vous tombez sur quelque chose qui vient de Bordeaux. Vous avez aussi accès à la notice de Bordeaux. C'est comme ça que c'est fait. Tout fonctionne de manière relativement intégrée. Dans le répertoire, il y a deux sous-ensembles. D'un côté, les bibliothèques et les réseaux. Plus de 5200 bibliothèques à ce jour, de tout type. Alors, il y a vraiment tout type de bibliothèques, aussi bien les bibliothèques municipales, bibliothèques universitaires, toutes évidemment, les bibliothèques cultuelles parfois, de musées, etc., etc. Et puis on a aussi des fonds, ce qu'on appelle les fonds documentaires, qui sont un peu notre particularité. C'est en amont du traitement ouvrage par ouvrage. Et à l'heure actuelle, on en a près de 3800, des fonds anciens, des fonds locaux et des fonds spécialisés vraiment dans tous les domaines. Voilà, ça c'est une carte qu'on peut faire et qui vient du CCFR. Voilà les bibliothèques. Vous voyez les petits ronds avec... ensuite, vous pouvez évidemment zoomer et voir toutes les notices qui sont derrière. Pour chaque bibliothèque, on met des informations pratiques, toutes bêtes, en général le lien vers le site internet, le lien vers le catalogue, tout simplement l'adresse et le numéro de téléphone, ce qui contente beaucoup de gens et ce qui est parfois plus pratique à trouver que sur les sites eux-mêmes. Et puis des informations dites scientifiques, c'est-à-dire les link force des collections, quelques volumétries, l'historique des collections, etc., etc. Voilà par exemple une notice de bibliothèque, vous voyez le plan, vous voyez des fonds qui sont décrits ici, les accès, et ici derrière des choses qui se déploient. Et aussi ici par exemple pour la bibliothèque que je vous montre Rochefort, vous appuyez sur ce petit bouton et vous avez toutes les notices qui se trouvent dans la base patrimoine. Si vous appuyez sur le bouton d'à côté, vous avez tout ce qui est décrit dans le catalogue général des manuscrits. Donc on part de la notice de bibliothèque et on va vers les descriptions des ouvrages. Les fonds, donc 3789 venant de 553 bibliothèques dans le monde entier, non surtout en France, non ça c'est uniquement la Réunion et puis la Martinique. Et donc vous voyez même chose que tout à l'heure, il y a des régions pour lesquelles on a plus ou moins de choses selon les collaborations qu'on peut engager avec les régions ou les bibliothèques individuellement. Pour chaque fonds, des notices qui sont décrites dans un format proche de l'EAD avec des informations, même chose scientifique, description du contenu, volumétrie par typologie, langue, etc., etc. Les anciens possesseurs, ça c'est très souvent intéressant. Des liens aussi vers des expos virtuels, vers des bibliographies, vers s'il y a des choses qui sont en ligne en dehors de nous, on met forcément les liens. Et puis quelques infos pratiques. Qui on contacte, quelles sont les conditions d'accès, est-ce que les documents ont été catalogués, est-ce qu'ils ne sont pas du tout traités, etc. etc. Un autre exemple, donc celui-là c'est le fonds Leçon, c'est un de nos préférés, c'est un fonds qui se trouve à Rochefort et qui regroupe des choses qui ont été données par un passionné d'exploration et de voyage et qui a entre autres, si on appuie sur le petit bouton là, vous allez dans la base patrimoine et vous trouvez un dictionnaire anglo-tahitien du 19e siècle qui ne doit pas tellement se trouver ailleurs. Donc voilà, c'est un exemple de choses qu'on trouve à cet endroit-là et de manière relativement inattendue. Pour les collections d'art, c'est exactement la même chose. Vous allez vraiment trouver des choses dans toute la France, parfois des collections qui sont même séparées et à des endroits totalement inattendus parce qu'un collectionneur a souhaité à un moment faire un don à la bibliothèque qu'il fréquentait. Une notice de réseau aussi, c'est ce qu'on peut faire. Ici, par exemple, le réseau du CODOS, où on décrit l'activité du réseau. Alors, c'est quelque chose auquel j'ai pensé par rapport à l'association BEAR. Voilà, on décrit l'activité du réseau, on fait un lien vers le catalogue, s'il y a un catalogue en commun, et puis on fait un lien aussi, ici, vous avez toute une partie où vous avez tous les membres du réseau et leurs notices qui sont dans le catalogue collectif, qui permet de voir l'action, et on voit aussi les actions qui sont faites. La mise à jour, donc pour les bibliothèques, on a un chargement mensuel qui vient du répertoire du SUDOC, donc ce qui est fait par le SUDOC arrive chez nous en général tous les mois. Et puis pour les autres établissements, c'est des créations faites à la demande et des choses qu'on fait avec les bibliothèques elles-mêmes. Et il y a même un formulaire en ligne pour que les bibliothèques puissent mettre à jour un certain nombre d'informations et qu'on les incite à le faire. Pour les fonds, c'est nous qui gérons tout, on fait les créations, mais tout est ouvert aux bibliothèques qui souhaitent travailler avec nous. Elles ont un code d'accès, elles peuvent tout à fait remplir leur notice de fonds avec nous si elles en ont besoin. Et puis il y a un certain nombre de gens qui sont autonomes, notamment au niveau régional, où on a formé des gens en région qui font le tour des bibliothèques. On a aussi fait un certain nombre d'opérations, par exemple avec la ville de Paris, où on a chargé tous les fonds qui avaient été faits,
ou avec la région Rhône-Alpes qui a fait le même type d'opération. J'essaye d'aller vite. Alors, dans le CCFR, on peut avoir une certaine idée de la cartographie. On a des informations qui sont disponibles. Il y a des thématiques qui sont traitées via une indexation spécialisée. On essaye quand même que les bibliothèques mettent les thèmes sur lesquels ils sont les plus forts. Pour ce qui vient de la BES, c'est relativement formalisé. Et une indexation du web des domaines. On essaye de mettre des volumétries par collection, on essaye de mettre tout ce qui est participation au réseau. Donc ça donne déjà un certain nombre d'indications sur des bibliothèques qui vont être spécialisées. Mais voilà, nous, on est au-dessus de tout ça et on ne va pas visiter chaque bibliothèque, je vous rassure. Une cartographie, c'est aussi interroger, analyser et visualiser des résultats. C'est déjà ce qu'on peut faire avec le CCFR. Si on va dans la partie bibliothèque ou dans la partie fonds, on peut déjà faire un certain nombre d'opérations et voir déjà un certain nombre de choses. Mais tout ça n'est pas entièrement satisfaisant et on sait qu'on fait plus. Et donc c'est dans le cadre de ce projet Colexpercé. On participe donc au groupe cartographie. On a lancé dans le cadre de ce groupe et en collaboration avec la BES une étude sur les besoins des bibliothécaires et des chercheurs pour justement identifier les gisements existants et pour concevoir un outil d'aide en fait pour détecter des fonds qui sont intéressants dans les différents domaines de la recherche. Pour tout ça, et si on veut faire un outil, on sait très bien qu'il va falloir faire des évolutions sur les données, faire des recensements aussi, parce que voilà, c'est bien de faire un outil, mais il faut avoir les données qui sont derrière. Et ça, il va falloir que les établissements fassent ce travail-là. On travaille aussi, par exemple, avec la FIL pour le signalement des plans de conservation partagés en jeunesse. Donc ça peut donner, par exemple, alors on appelle ça des résolveurs de liens, mais je crois que c'est pas ça. C'est quelque chose qu'on peut fournir et que vous pouvez tout à fait concevoir et qui va vous permettre, grâce à ce petit lien, d'arriver, par exemple, ici à une cartographie. Donc là, c'est une interrogation où j'ai, par exemple, interrogé par Colex. Et ici, on voit donc les bibliothèques qui, dans leur notice, ont ce mot Colex et qui donc regroupent à l'heure actuelle les bibliothèques associées, les bibliothèques délégataires, etc. Donc on a déjà une idée, on voit que c'est quand même pas mal en région parisienne. Après, vous avez les facettes qui vont vous permettre de voir la typologie des bibliothèques, les lieux, etc. Les thèmes aussi, parce que vous avez des facettes thèmes. Et ici, un autre exemple, par exemple, j'ai fait un petit résolveur de liens en mettant comme critère de recherche tous les mots « catalogue de vente ». Et là, donc, j'interroge tous les fonds qui sont dans le CCFR et on va pouvoir voir voilà, les choses qui sont dans les différentes bibliothèques, les différents domaines et les spécialités, et puis avoir une vision un peu cartographique des choses. Je me dépêche. Pour finir, le CCFR, donc, c'est aussi et surtout accompagner des projets. On travaille vraiment sur les reconversions, le catalogage, on fait des formations. On accompagne toutes les opérations qui vont de « j'ai envie de rétroconvertir » à « je charge dans mon catalogue ». On essaie de partager les outils, les expertises et les données. On essaye aussi de faire respecter les normes et de les exploiter. Le AD, par exemple, c'est bien joli, mais c'est extrêmement permissif. Et si tout le monde part dans tous les sens, ça ne va plus. On utilise aussi le savoir-faire BNF. On a derrière nous le département des métadonnées, on a de l'informatique, on a des choses comme ça. Et donc, c'est des choses qu'on essaye de mettre à disposition de nos collègues et puis aussi de mettre à disposition au niveau national et international. Toutes les données sont en licence ouverte étalable. Tous les jeux de données, base patrimoine, catalogue général des manuscrits, répertoire sont sur ces trois plateformes. BNF API, dataculture.gouv.fr, data.gouv.fr. On sait par exemple que la cartographie des bibliothèques de la région parisienne a été utilisée pour vérifier celles qui se trouvaient sur des zones inondables. En prenant les notices et en mettant ça sur une carte avec les zones inondables, on a pu détecter un certain nombre de bibliothèques qui pouvaient être en danger. On essaye de donner accès aux données du CCFR en dehors du CCFR, qui n'est pas le plus connu du monde. Par exemple, ici, un exemple sur le portail Palanca, qui est le portail de l'Occitanie. Vous avez en bas, dans ce petit carré, une manière d'utiliser la base patrimoine en cherchant uniquement dans les bibliothèques se situant en Occitanie et qui sont versées dans la base patrimoine. Ce genre de petits outils qu'on essaie de développer, des API, etc. etc. On essaie d'informer aussi notre réseau, qui n'est pas vraiment un réseau formalisé, mais voilà, on a une diffusion d'une lettre qui informe sur les nouveautés, les nouveaux fonds qui rentrent dans la base patrimoine ou dans le catalogue général des manuscrits et l'actualité des partenaires. C'est 4 numéros par an, ça ne va pas entièrement encombrer les boîtes. Voilà, c'est bon, je l'ai fait.
On est à votre disposition sur le site du CCFR. Vous avez une rubrique contact qui vous permet de contacter les différents côté manuscrit, côté répertoire, etc. Et toutes les informations vous sont données. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je suis admirative du CCFR, mais aussi des délais qui ont été tenus. Voilà. Donc, comme indiqué, vous pouvez, pour toute question, contacter Véronique Falconet. Comme elle vous y invite, vous inscrire à la newsletter. C'est vrai que 4 numéros par an, ça permet de se tenir au courant et c'est très bien fait. Et c'est voilà, une bonne façon d'avoir ces informations à jour. C'est le moment donc de clore cette journée. Donc déjà, vous remercier d'être venus aussi nombreux, d'être restés jusqu'à la fin, ou presque, puisqu'il y a ceux qui veulent faire la visite de la bibliothèque. Donc bien sûr, pour cela, la journée continue. Je voulais vous dire, pour ceux qui ont besoin d'une attestation de présence, ils peuvent s'adresser donc à Anne Cardinal qui a préparé ce qu'il faut. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas. Voilà. Alors sinon, en guise de conclusion, donc je retiens de cette journée le plaisir de se retrouver, de vous rencontrer. Je crois que c'est important d'avoir ces moments-là pour qu'on puisse discuter de façon plus formelle, plus informelle, etc. Je garde en tête cette question ouverte d'un portail commun des bibliothèques d'art, parisiens ou pas parisiens. Donc le débat est ouvert. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques à ce sujet. Voilà. Je garde aussi, on voit bien cette idée que nous sommes d'institutions très différentes, appartenant à des réseaux divers, mais partageant beaucoup de points communs qu'on a retrouvés au cours des présentations. Donc je pense, je parle sous le contrôle de Jérôme Bessières et d'Anne Cardinal, que nous aurons le plaisir d'organiser l'année prochaine une nouvelle réunion. Et nous prendrons une thématique, d'ailleurs si vous avez des idées, une thématique différente, voilà. Peut-être un format un peu différent, on verra en fonction des souhaits des uns et des autres. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation et donc rendez-vous l'année prochaine. Merci. Oui, on diffusera les PowerPoint pour que vous ayez les contacts et puis oui.